J'étais pas du tout prédestiné à danser. Souvent on me dit mais t'as eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé. J'ai pas eu certaines choses parce que j'avais pas les bons nombres de followers. C'est super d'avoir des followers, mais constituez-vous un carnet d'adresses. Parfois on confond ça, cette réalité et cette virtualité-là. Aussi, arrêter de travailler pour des gens simplement pour mettre une ligne sur son CV. Parce qu'on continue du coup de valoriser aussi certaines personnes et les comportements qui vont avec. Sans humanité, j'y vais plus. Je préfère refuser un contrat que de travailler avec des monstres. Je n'hurle pas parce que j'ai envie que l'artiste il soit dans une safe zone. J'estime que quand tu te mets à hurler, c'est qu'il y a danger. C'est quoi pour toi un mauvais chorégraphe ? C'est quelqu'un qui va pas choisir des artistes qui lui correspondent, qui va reporter le stress ou ses doutes sur les artistes. J'appelle d'autres chorégraphes quand les conditions qu'ils ont acceptées sont pas les bonnes, parce qu'on est garant des futures générations. Il n'y aurait pas quelque chose à revoir aussi dans la manière dont on fait des castings ? Convoquer uniquement des danseurs qui nous correspondent, pas les castings fleuves où on attend dans la rue sous la pluie. En un métier de passion, on est capable de tout donner, mais dès lors où tu as plus d'espace de vie à côté, où tu t'oublies, où tu continues de travailler sur des blessures parce que tu as peur de perdre le job, je pense que tu fais fausse route. Moi j'imagine l'artiste de demain multiple, encore plus humain et moins en compétition. C'est un artiste qui se respecte et qui respecte les autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johannes, chorégraphe, metteur en scène, directeur artistique et nouveau directeur de l'ICOM. Il est diplômé de la Royal Academy of Dance, titulaire du diplôme d'état de danse classique et d'un master en économie industrielle à l'université Nancy 2. Il s'est également formé en danse contemporaine au CND de Lyon, ainsi qu'en chant et en théâtre. Il a dansé dans de grandes productions de comédies musicales telles que Grease, My Fair Lady, Un violon sur le toit, avant de devenir chorégraphe et metteur en scène pour des œuvres majeures comme Carmina Burana, The Wall, Le lac des cygnes sur l'eau, ainsi que de nombreuses créations internationales pour l'opéra, le musical et des événements pour des maisons comme Disney, Hermès ou Amazon. Dans cet épisode, on parle de son langage chorégraphique, de la construction d'un spectacle, de la place de l'interprète, de l'exigence du métier, mais aussi de santé mentale, de collectif et de légitimité dans le monde artistique. Bonjour Johan. Bonjour. Bienvenue, merci à toi de m'offrir ce temps. Merci à toi de m'accueillir et d'avoir créé ce podcast pour pouvoir partager et faire découvrir à chacun plein de chorégraphes, d'artistes et puis surtout d'évoluer ensemble. Complètement. Et justement, en parlant d'évolution, d'où viens-tu ? Comment tu as rencontré la danse, l'art ? Dis-nous tout. Alors comment je suis devenu danseur ? Quand j'étais gamin, j'étais un peu comme tout le monde, je dansais et je chantais, et notamment sur les titres de Chantal Goya. Ça va peut-être te faire rire, mais Chantal Goya a été la base, et notamment les 3 petits lapins roses, ce que j'ai pu le dire plus tard. Vraiment, et ma grand-mère qui était asiatique a dit « Yo-yo, danse tout le temps, tu devrais le mettre à la danse ». Et du coup, ma mère m'a mis, par chance, avec Mademoiselle Barbier, qui était une grande danseuse de l'opéra. Et dès le début, j'ai été pris en main par cette danseuse-là. Et j'ai appris à la fois la technique, mais surtout à avoir du cœur. Donc, c'est vraiment venu de cette histoire-là. Et puis, j'étais pas du tout prédestiné à danser, même si par la suite j'ai découvert que mon grand-père était éclairagiste au Grand Opéra de Nancy, et longtemps après il m'a dit mais j'avais éclairé ta professeure Liliane Barbier, voilà, j'avais trouvé ça hyper mignon, hyper touchant, mais j'étais pas destiné à ça. Moi ma maman était femme de ménage. La danse classique c'était quand même plutôt élitiste, donc j'avais pas la bonne couleur de chaussons, j'avais pas la bonne couleur de t-shirt, pas le bon colon gris, mais ça m'a pas empêché d'évoluer, de travailler et de grandir parmi ce milieu qui était plutôt à la base élitiste, mais même si t'es un gamin issu plutôt de classe populaire, y a pas de raison que tu t'en sortes pas. Et à quel moment, justement, tu t'es dit que c'était possible pour toi, puisque tu me disais que rien ne te prédestinait à être danseur ou à être dans ce milieu ? Moi, je me suis jamais dit que c'était possible ou pas possible. J'ai laissé la vie faire. Et à un moment, j'ai rejeté, comme tout ado, à 14-15 ans, la danse, parce que c'était pas évident en tant que garçon d'assumer ça. Et puis la danse m'a rattrapé, j'ai continué. Pour mes parents, c'était hyper important que je fasse des études universitaires, ce que j'ai fait en parallèle de mon DE. Et puis une fois que je l'ai eu, j'ai fait le choix, et c'est à ce moment-là où moi j'avais fait le choix de me dire je vais avoir une vie d'artiste. Et ce que j'ai pu vivre à l'université me servira dans ma vie d'artiste pour comprendre les textes, pour lire mes contrats, pour gérer un budget, pour investir tout de suite en arrivant à Paris avec un appartement. Non, c'est vraiment la vie qui a décidé pour moi. Et puis il y a des moments, j'ai
j'ai osé, j'ai ouvert des portes, j'ai pris des risques, mais je me suis pas dit que c'était... Au final, je crois que c'était écrit comme ça. C'était écrit comme ça, et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris ces risques-là, en tout cas. Parce que c'est des risques avant tout. Souvent, on me dit, mais t'as eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé. J'ai saisi beaucoup d'opportunités. J'ai pris des risques quand tu pars à l'étranger, que tu parles pas la langue du pays, quand tu vas dans des maisons d'opéra alors que t'es chorégraphe, mais est-ce que tu es vraiment légitime à ce moment-là? J'ai pris ces risques-là et en ça c'est complètement flou ce que je suis en train de te dire, pardon. J'ai pris beaucoup de risques et voilà, je pense que c'était juste écrit comme ça. Ok. Et le fait d'avoir pris des risques t'a ouvert d'autres portes, justement, au-delà de la danse. Donc, tu es devenu chorégraphe, ce que tu disais, directeur artistique, metteur en scène. Qu'est-ce que cette transversalité, cette pluridisciplinarité t'a appris que peut-être quelqu'un qui serait resté dans une seule case n'aurait pas appris? Le fait d'avoir traversé tous ces postes-là, ça me permet de pouvoir communiquer avec tous les postes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu diriges, tu es le directeur de cette locomotive-là, mais en même temps, tu dois permettre à chaque membre de tes équipes de pouvoir s'exprimer. Et donc, le fait de comprendre leur métier, ça me permet de les coordonner et d'avancer ensemble et de parcourir et d'arriver au bout du voyage. Parce qu'avant tout, un projet, c'est voyager ensemble pour arriver à une destination. Donc, je pense que ça m'a aidé à ça. Et puis, en tout cas, moi, ce qui est important pour moi de te dire, c'est qu'effectivement, on parle de la danse classique, on parle des grands ballets, mais la danse, elle est multiple. Et souvent, la comédie musicale n'a pas été considérée. Moi, je sais, quand j'ai passé mon DE, que je faisais déjà de la comédie musicale, on dit mais c'est pas de la danse, ça. Il y avait quelque chose de très supérieur. Or, va t'amuser à chanter, à danser Cats, tu verras que c'est pas la même chose. Longtemps, il y a eu une espèce de choses un peu méprisantes, et puis il se trouve qu'aujourd'hui, l'art de la comédie musicale, il est présent partout, puisque ça fait 25 ans qu'on éduque les enfants. Et aujourd'hui, le fait d'aller donner parfois des masterclass à des CA, d'être rappelé dans des conservatoires pour expliquer ce que c'est l'art de la comédie musicale et de la danse en comédie musicale, et ça fait du bien, pas par rapport à l'ego, mais juste pour dire, considérer la danse dans toutes ses formes. La danse, elle est multiple, on la trouve aussi bien dans des maisons publiques, que sont les opéras, que sont la Comédie Française, que sont le Théâtre des Champs-Élysées, et puis on la trouve aussi dans les théâtres privés, on la trouve dans le musical, on la trouve dans la presse, on la trouve dans la télévision, on la trouve au cinéma, et cette danse-là, elle est multiple, et finalement, ça nous ramène à qu'est-ce que c'est la danse ? Qu'est-ce que je veux exprimer ? Quelle histoire je veux raconter ? Mais la danse, c'est pas uniquement des ballets classiques, c'est pas aujourd'hui uniquement des ballets contemporains. Elle est multiple et elle est présente dans tous les univers. Complètement, et puis aujourd'hui on a une vraie ascension, je trouve aussi, de la mixité entre les danses. Je pense qu'il y a des styles de danse qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui apparaîtront dans quelques années, comme d'ailleurs d'autres métiers. Je sais pas si j'ai pas peut-être les bons chiffres, mais je pense que 80% des métiers de demain ou des styles de danse certainement n'existent pas encore, parce qu'on recherche aussi quelque part de plus en plus d'unicité, de personnalité, et donc c'est raconter aussi qui on est à travers sa danse, et c'est pas, comme tu disais, un style de danse en particulier. Non, elle est multiple, la danse elle est vraiment multiple, et puis elle change, elle évolue. Même moi, tu vois, entre le moment où j'ai commencé à chorégraphier et celui que je suis aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes appuis, j'ai appris d'autres résonances. Je suis à la danse classique, j'étais très haut. Aujourd'hui, j'ai un ancrage plus profond. J'ai besoin de plus d'explosivité que j'avais pas avant. J'ai un autre regard. Il y a aussi cette dynamique, cette rapidité, ce besoin tu sais, en danse classique, on a tendance à répéter le même pas. Et puis, voilà, je travaille avec plein de personnes qui m'ont dit, si tu l'as déjà fait, pourquoi tu vas le remettre à nouveau dans le ballet? Alors qu'avant, tu faisais cette diagonale-là à droite, et puis tu la refaisais à gauche, et éventuellement, tu l'as répété 2-3 fois. C'est ce qui se passait dans les ballets classiques. Tu parles... alors, je sais plus quel mot tu as abordé, pardon, mais ça m'a fait penser à la légitimité. Et tout à l'heure, tu me parlais de légitimité. À quel moment, toi, tu t'es sentie légitime? Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es sentie légitime? C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. C'est pas parce que tu chorégraphies que tu es chorégraphe. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Il a vraiment fallu du temps, il a fallu un parcours. Parce que les autres te renvoient que tu n'es pas forcément à ta place à des moments. Parce que tu te renvoies en te disant est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis la bonne personne? La première fois où je me suis dit ok, c'est une fois que le lac des cygnes sur l'eau est sorti. Là, je me suis dit
je me suis dit, ok, t'as passé une étape. Et j'étais déjà passé 3-4 ballets classiques avant, hein. Mais à ce moment-là, j'ai posé quelque chose. Et je vais te raconter une anecdote. Le jour même, le jour de la première, il est 16h, je suis en larmes dans mon lit parce que ça fait 1 mois que je prends des tonnes de merde sur les réseaux sociaux qui te disent tu vas pas créer quelque chose de nouveau, pourquoi tu vas abîmer notre théâtre, tu vas abîmer notre danseur, enfin voilà, les gens étaient assez odieux, et puis en plus c'était dans une langue qui n'était pas la mienne, alors avec Google Translate c'était beaucoup plus cru, j'imagine. Je suis en larmes et je me dis mais je me suis complètement planté, effectivement peut-être que je suis pas légitime, et puis en plus la veille je vois un filage et tu sais, dans les maisons d'opéra, tu as souvent 4 distributions. Et il se trouve que moi, j'ai travaillé qu'avec 2 distributions et que cette distribution-là, elle a travaillé en dehors au cas où il y aurait des blessés. Je ne sais pas pourquoi ils décident de mettre cette distribution-là la veille et je ne suis pas du tout content et je me rends compte que techniquement, les choses ne sont pas complètement en place. Il est 4h, je dis tout ça, et c'est là où je me dis, il faut aussi avoir cette force-là. Je rappelle le théâtre et je reconvoque tous les solistes et la technique. Et je remets en place absolument tout. Et il se trouve que le soir c'est un vrai succès, qu'en quelques dates, il faisait le chiffre d'affaires du mois sur l'ensemble du théâtre, que les places s'arrachaient, et puis finalement ce ballet-là, il a continué à vivre, qui m'a emmené jusqu'au Japon, où avec le Symphonique du Japon, on l'a remonté dans une autre version. Plus dynamique, différente, où on y a rajouté des cascades d'eau, où on y a mis des fontaines, enfin voilà, on y a raconté autre chose. Et à partir de là, je me suis dit, t'as su maîtriser, raconter cette histoire du début jusqu'à la fin. Et là, je me suis senti légitime. Et en metteur en scène, ça fait pas très longtemps, parce que sans arrêt, je me disais, je suis pas un directeur d'acteur, je suis pas bon là-dessus, je saurais pas faire du Shakespeare. Et c'est vrai, je saurais pas diriger un Shakespeare. Par contre, j'ai fait un West Side Story l'année dernière pour la Fabrique Opéra de Grenoble. Et là, je me suis senti à ma place dans mon poste de directeur, de directeur d'acteur, de chorégraphe. J'ai su raconter cette histoire-là. Et c'était hyper intéressant de la raconter dans toutes ces strass, d'avoir pu être accompagné. Et puis on avait un orchestre énorme, on avait un plateau énorme avec plein de chœurs. Et là, je me suis dit, ok, tu es légitime, tu peux continuer d'avancer. Donc, tout ce que tu avais lu sur les réseaux sociaux, ça t'a pas fait douter en fait. Ça t'a plutôt... Comment tu t'es senti à ce moment-là ? Si, le doute, il est là, il est encore là, même si j'ai travaillé sur mes valeurs, je sais de quoi je suis capable, mais parfois, ces gens qui te renvoient cette agressivité-là, te font douter. Juste après, c'est à toi de te reconstruire. Moi, je sais qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à chorégraphier de plus en plus, j'ai pris une salve de certaines personnes, d'autres artistes qui se demandaient pourquoi toi. Et je l'ai très très mal vécu parce que c'était violent, c'était gratuit, surtout qu'à ce moment-là j'étais à l'autre bout du monde donc je pouvais même pas réagir, et très honnêtement moi ça m'a détruit pendant 2-3 mois. Il a fallu que je retravaille sur moi. J'ai lu un bouquin qui s'appelait Libérer ta créativité, Julia je crois. Cameron. Oui, c'est ça, qui m'a beaucoup aidé pour évacuer les monstres, pour me reconstruire et de me dire en fait ça, c'est leur histoire, et toi, tu as ton histoire à côté. Et effectivement, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, tu as le droit à ce bonheur-là, et tu as le droit d'être ici. Parce que tu es légitime. Si les gens te rappellent après chaque projet, c'est que finalement, tu as plutôt été bon. Ça fait pas 1 ou 2 ans que tu es dans le métier, ça fait 24 ans que je suis dans l'industrie, j'ai envie de dire, et je suis toujours présent. Ça n'a pas été un coup de chance. Je travaille sur la durée et les maisons me rappellent sur la durée. Je travaille avec des metteurs en scène depuis des années, donc c'est que forcément je suis légitime. Alors est-ce que je suis le meilleur ? Non, je dirais pas que je suis le meilleur. Par contre, je suis pluridisciplinaire et puis je suis un bosseur. Ma valeur première, c'est le travail. Et c'est ce que je recherche chez les gens, c'est cette valeur travail. Même si tu n'es pas le meilleur, si tu travailles, si tu as envie, moi je vais t'accompagner et on va avancer ensemble. Mais des gens explosifs, extrêmement talentueux, j'en ai vu plein, ils sont plus là aujourd'hui. Parce qu'à un moment, si tu sais pas t'adapter, si tu ne sais pas travailler avec l'autre, ça sert à quoi d'être brillant si t'es pas capable de travailler avec les autres ? Effectivement, tu seras chez toi et tu seras tout seul. Du coup,
Toi, quand tu as traversé tout ça, ça t'a tellement impacté que tu t'es éloigné aussi des réseaux sociaux. Parce que tu me disais un petit peu en off que, que même aujourd'hui, il y avait des jobs que tu n'avais pas eu parce que pas le nombre de followers. Qu'est-ce que tu dirais sur ça ? Alors effectivement, il y a des jobs que j'ai pas eu parce que j'avais pas assez de followers. On se dit, bah voilà, il va pas nous ramener ce public-là, il va pas... J'ai même fait des essais pour certaines émissions où on m'a dit, mais t'es trop gentil. Pour être juge, ok. Effectivement, quand tu es de la télévision, peut-être qu'aujourd'hui, tu dois... Et j'ai pas le sentiment d'être un gentil. Je suis quelqu'un de juste, tu vois. N'importe qui me connaît te dira, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Je le dirai avec une voix très douce, mais tu l'entendras. C'est-à-dire que... c'est juste être juste, tu vois. Donc oui, effectivement, j'ai pas eu certaines choses parce que j'avais pas les bons nombres de followers. C'est un vrai travail, c'est une vraie qualité. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Mais ça continue de m'interroger parce que je me dis dans le futur, comment je dois m'adapter à ce nouveau système-là. Je vois, tu vois, toi, tu fais des podcasts, je vois mes étudiants qui font des vlogs et je me trouve ça fabuleux. Mais ça fait pas partie de mon éducation. Je sais pas faire. Vous savez faire de façon très rapide. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Et je sais qu'il va falloir que je m'adapte à ça. Et puis en même temps, il y a une espèce de pudeur. Peut-être aussi parce que, comme à un moment, j'étais attaqué sur les réseaux sociaux, je m'en suis beaucoup protégé. Donc j'ai pas voulu montrer non plus qui j'étais. Je mets mon travail, tu vois les affiches, tu vois tout ça, mais tu vois rien de personnel. Parce qu'à un moment, j'ai cloisonné les gens qui travaillent avec moi. Mais même à la maison, je n'invite pas tout le monde à la maison. C'est mon univers. Je me suis protégé de ça. Maintenant, j'ai un travail à faire sur les réseaux sociaux, c'est évident. Peut-être qu'on me dit, mais prends un community manager, oui, sans doute, mais parce que j'ai encore peur de montrer qui je suis. Je peux le montrer dans mon art, je peux le montrer dans ma danse, mais j'ai le sentiment, peut-être par ces attaques des réseaux sociaux, que si je m'ouvre de trop, on va s'attaquer à qui je suis. Et parfois, je ne sais pas encore faire la différence entre qui je suis et mon art. Parce que depuis que je suis gamin, j'ai fait que bosser. Et ma vie est associée à mon art. Et je me suis un peu oublié là-dessus. Donc j'ai le sentiment que si on attaque mon travail, on s'attaque à qui je suis profondément. Donc j'ai une vraie distanciation à faire avec ça. Mais ça reste intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, nous aujourd'hui, on est un petit peu, je trouve, dans notre milieu, à la chasse aux followers pour avoir de la visibilité et pour avoir du travail. Et toi, tu fais l'effet inverse, c'est-à-dire que tu as un réseau social, mais dans la vraie vie. Et je pense que c'est important aussi pour nous, aujourd'hui, dans notre génération, de cultiver ça, puisque le jour où les réseaux sociaux disparaissent, quel est ton vrai réseau social ? Moi, la base de mon travail, c'est l'humain. C'est comme ça que je choisis mes danseurs, c'est comme ça que je choisis mes projets. Dès lors où on perd l'humain, je pense que ça ne fonctionne pas. Et puis, par exemple, je le dis à mes élèves, constituez-vous un carnet d'adresses. C'est super d'avoir des followers, mais ça se trouve, l'algorithme fait que votre travail ne sera pas vu à ce moment-là. Ouais. Par contre, si tu partages ton travail avec les vrais gens qui viennent voir ton travail, qui payent pour venir voir ton travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un art où il faut vendre des billets, et qu'aujourd'hui, le théâtre, la danse en souffrent énormément. Et c'est parce que tu as vu un extrait sur les réseaux sociaux que tu as vu le spectacle. Et je pense que parfois, on confond ça, cette réalité et cette virtualité-là. Je pense que se nourrir, c'est pas se nourrir que sur les réseaux sociaux. Effectivement, ils vont t'apporter de la connaissance, mais est-ce qu'ils vont t'apporter de la compétence ? Ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est important. Moi, je vais souvent à Londres et souvent voir des choses où je dis je vais nourrir mon artiste. Tu vois, dans ce bouquin, Libérer votre créativité, elle parle à un moment d'offrir un cadeau régulièrement à son artiste. Et moi, offrir de la nourriture à mon artiste, c'est aller voir des spectacles. C'est m'acheter un bouquin, c'est m'acheter un cahier, c'est m'acheter un stylo, des petites choses, mais c'est aussi aller voir des spectacles là. Et ça, c'est le vrai monde. Et c'est ça qui va nourrir ton artiste. C'est pas swiper et voir 10 secondes de telle ou telle compagnie, parce que tu n'as pas découvert le travail du chorégraphe. Tu as vu un aspect, mais est-ce que sur quelques secondes, tu vois le cheminement de la pièce ? Est-ce que tu comprends l'évolution du personnage ? Pourquoi il est arrivé à cette explosivité-là ? Peut-être qu'avant, il y a eu quelque chose de beaucoup plus décomposé. Peut-être qu'avant, il y a eu du texte qui est venu nourrir ça. Les réseaux sociaux, c'est formidable
parce que ça permet aux gamins, peut-être que moi j'étais perdu dans Nancy, de découvrir des compagnies. Ça me permet de découvrir des artistes, mais maintenant il faut aller les voir sur le plateau. Et puis il y a aussi ce que tu disais d'intéressant, c'est qu'on ne voit qu'une partie sur les réseaux sociaux et on voit effectivement le travail artistique, le professionnalisme ou pas de chacun, mais où est-ce qu'est l'humain aussi? On ne voit pas... Il y a des personnes qui se vendent tellement bien sur les réseaux que tu as envie de travailler avec elles, mais finalement humainement après comment ça se passe dans la vraie vie aussi? Comment il ou elle dirige ses artistes? Voilà, tous ces aspects-là qu'on oublie. C'est quoi ta question? En vrai, c'était pas une question. J'allais enchaîner sur autre chose. Et je me suis dit peut-être que tu allais prendre la parole. Mais du coup, pour revenir sur l'humain... Ouais, l'humain, il est essentiel. Voilà. L'humain, il est à la base du travail. Moi, sans humanité, j'y vais plus. J'ai travaillé avec plein de gens qui étaient de formidables professionnels et qui m'ont apporté des choses. Mais ces humains-là qui sont parfois... qui manquent d'humanité, moi, j'ai plus envie de travailler avec eux. Et j'ai vraiment fait des choix de m'éloigner de ces personnes-là. Je préfère refuser un contrat que de travailler avec des monstres. Je peux passer aussi à côté de danseurs fabuleux s'il manque d'humanité. Si tu ne sais pas travailler en groupe, si tu ne sais pas vivre en groupe, j'ai des projets qui sont à l'étranger, ils sont obligés de vivre ensemble. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas des gens sans personnalité. J'ai besoin de gens qui sont singuliers, de gens qui ont des personnalités, des gens qui peuvent avoir des coups de gueule. C'est pas gênant, ça. Mais par contre, qui ne savent pas se remettre en question et qui disent « moi je sais » et qui ne se mettent pas au service du collectif, ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien avoir plein de solistes, mais qui sont au service du collectif. Vas-y, je revenais juste sur ce que tu disais, sur le fait de... C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, et je pense qu'il faut aussi, selon les valeurs de chacun, arrêter de travailler pour des gens simplement pour mettre une ligne sur son CV. Parce qu'on continue du coup de valoriser aussi certaines personnes et les comportements qui vont avec. C'était une petite parenthèse. Tu me disais tout à l'heure que quand tu avais des choses à dire, tu le disais, oui. Même si c'était de manière douce, sans élever la voix. Et pourquoi c'est non négociable pour toi d'être ancré et d'être posé quand on dit les choses. Et qu'on n'a surtout pas besoin de se créer du stress pour communiquer. Moi, j'estime que quand tu te mets à hurler, c'est qu'il y a danger. Et si tu veux obtenir le meilleur de l'artiste pour le projet, pour l'accompagner, tu as besoin de lui dire les choses calmement. Moi, je sais, j'ai entendu sur certains de tes podcasts qu'il y a des chorégraphes qui disent « mais moi, j'avais besoin qu'on me pousse, etc. » Moi, par exemple, de mes enseignants, j'ai une enseignante sur un autre département qui me dit « mais moi, les élèves, ils ont besoin que je leur hurle dessus, ça les motive, etc. » Je lui dis « mais moi, en tant que gamin, juste ça provoque un stress. Mon corps se referme. Et rien que pour ce gamin-là, est-ce que tu crois que c'est utile que tu hurles ?» Ça a remis la personne en question, tu vois. Et moi... ça ne me permet pas de te donner le meilleur de moi-même. Et donc, moi, je n'hurle pas parce que j'ai envie que l'artiste m'offre, il soit dans une safe zone, qu'il soit dans une ambiance de travail qui soit agréable, et puis qu'il puisse t'offrir le meilleur. En fait, moi, un corps qui est en tension, ça peut être intéressant si tu l'as demandé, si tu as provoqué ça dans ta direction, dans le verbe d'action, mais pas dans ton verbal, tu n'as pas besoin de ça. Tu dois juste lui ouvrir l'espace pour qu'il t'offre le meilleur du danseur et de l'artiste qu'il est. Alors je parle d'artiste parce que moi j'aime bien les pluridisciplinaires, j'aime quand ça chante, j'aime quand ça joue, j'aime quand ça mixe différents styles. Mais en tout cas, moi j'ai besoin que les gens puissent s'exprimer pleinement dans quelque chose d'agréable. Et vraiment, si à un moment je suis pas content, je le verbaliserai. Si on n'est plus en adéquation, si c'est pas la ligne dans laquelle j'ai envie d'aller, si tu as manqué de respect à tes collègues aussi, j'ai pas envie de ça. Si tu as commis une faute, et c'est pas grave d'en faire. Quand je dis une faute, c'est-à-dire tu as loupé une entrée, tu t'es permis de bousculer quelqu'un, ça c'est pas négociable. Donc, il y a la communication dans tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui te permettent de tirer le meilleur d'un artiste ? Ce qui va permettre de tirer le... Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit avant ou pas ? Oui, c'était clair. Oui, c'était clair. Ouais. Mais du coup, comme tu parlais de communication, je me suis dit, est-ce qu'il y avait d'autres formes pour toi, d'autres possibilités aussi de tirer le meilleur d'un artiste pour le faire évoluer, notamment quand il fait des erreurs ou qu'il a des comportements qui sont peut-être pas OK. Moi déjà, tirer le meilleur d'un artiste, c'est faire le choix d'un artiste avec lequel tu peux travailler. C'est vraiment une résonance du chorégraphe à l'artiste.
moi, je ne vais pas prendre un danseur si dans la stylistique, il ne me correspond pas. Alors, un chorégraphe, pour moi, c'est celui qui est capable de... C'est un chef d'orchestre, et il est capable de diriger tous les instruments. Mais il est capable de les diriger sur certaines pièces. Moi, on sait que j'ai une forme plutôt académique. Si je prends un artiste qui n'a pas ces lignes académiques, il ne va pas être heureux, et moi, je ne vais pas être heureux. Et on ne va pas savoir dialoguer. Donc, je pense que quand ça fonctionne pas avec un artiste, c'est pas la faute de l'artiste, c'est aussi la faute du chorégraphe ou de la production d'avoir fait le mauvais choix. Et en cours de route, c'est pas grave de se dire écoute, on n'arrive pas à communiquer, t'es un artiste merveilleux, je te remets pas en question, mais juste on n'a pas su dialoguer. C'était peut-être pas sur cette pièce-là, je serais ravi de te retrouver à un autre moment, mais peut-être qu'il faut qu'on se sépare à ce moment-là. Et je trouve que se séparer, c'est pas grave, c'est juste permettre au projet et à l'artiste d'être heureux. Parce que nos carrières sont quand même plutôt courtes, et si on n'est pas capable d'être heureux sur ce temps-là, ça vaut pas le coup de le vivre, je trouve. Du coup, ça m'amène une question. C'est quoi pour toi un mauvais chorégraphe? Un mauvais chorégraphe, c'est quelqu'un qui va pas choisir des artistes qui lui correspondent. C'est quelqu'un qui va reporter le stress d'une production ou ses doutes sur les artistes. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui va pas reporter son stress sur les artistes. Un mauvais chorégraphe, c'est quelqu'un qui veut raconter à tout prix une histoire parce que c'est pas... Pardon, un mauvais chorégraphe, c'est peut-être quelqu'un qui veut raconter une histoire qui n'est pas capable de raconter. Un mauvais chorégraphe, c'est quelqu'un qui a pris un projet parce qu'il s'est dit ça va m'apporter de la lumière, mais il n'était pas la bonne personne pour ce projet-là. Moi, des fois, tu sais, j'aurais rêvé d'avoir tel ou tel projet, puis je ne l'ai pas eu. Puis je vais voir, et puis je me dis, j'étais pas la bonne personne pour raconter cette histoire-là. Et c'est finalement reconnaître que ce que ce chorégraphe ou cette personne-là a fait était extraordinaire, et que moi, j'aurais fait moins bien. Et c'est pas grave de se le dire. Être un mauvais chorégraphe, c'est ne pas remercier les artistes qui l'accompagnent. T'as vu, je dis souvent artiste, je dis pas danseur. Je veux pas enfermer... Cloisonner, ouais. Ouais, je veux pas cloisonner parce qu'on est multiples, ouais. et que souvent on enferme la danse à une performance, à un mouvement. Or, le danseur, il est multiple. Et pour moi, il trouve sa plénitude quand justement il sait interpréter. Moi, des techniciens, j'en ai vu des gens fabuleux, mais je les ai pas choisis. Parce qu'ils n'expriment rien, en tout cas ils n'expriment rien pour moi, ils ne me touchent pas, ils ne transmettent pas d'émotions, ils ne savent pas raisonner avec les autres. Voilà, je pense j'ai plutôt envie de finir en disant qu'un bon chorégraphe, c'est quelqu'un qui choisit les artistes avec lesquels il va pouvoir travailler, et les artistes qui vont l'accompagner surtout. Parce que un chorégraphe, s'il veut absolument appliquer les steps qu'il a décidés, moi je commence, tu sais, quand je chorégraphie, c'est la musique qui me porte. J'écoute énormément la musique, je m'enferme dans une pièce, je crée plein de lignes, et puis souvent j'arrive, j'ai déjà plein de choses de près, puis finalement j'utilise pas grand-chose, parce qu'un bon chorégraphe, c'est quelqu'un qui va être capable de raisonner aux artistes qu'il a face à lui. Et c'est en ça où moi je suis pas bon pour un remontage, parce que je suis tellement dans l'humain, dans la résonance, que je saurais pas remonter cette pièce-là. Et en ça, j'ai des gens qui m'accompagnent, qui m'assistent, et qui vont être meilleurs que ça pour moi, parce qu'ils vont savoir faire appliquer ces steps-là. Or moi, je suis tellement dans la résonance de l'humain que je saurais pas remonter cette pièce-là. Et je suis content parce qu'il y a des pièces qui tournent à travers le monde aujourd'hui, qui continuent d'exister, et je pense que si c'était moi, elles seraient complètement différentes, et puis elles sauraient plus dialoguer l'une avec l'autre. J'ai vu, toi, par exemple, sur des productions j'ai des productions qui ça fait 10-15 ans qu'elles sont là. Quand on a voulu les monter sur les premières, c'était galère parce que personne n'avait la même choré. Donc je me dis, voilà, moi je suis trop sur la résonance de l'humain aujourd'hui. Donc voilà, c'est super qu'il y ait des gens qui m'accompagnent et qui prennent cette tâche-là, parce qu'ils sont beaucoup plus doués que moi. Voilà. Tu m'as dit quelque chose aussi quand on s'est eu au téléphone, que c'était important pour toi de mettre en avant aussi tes assistants. Et donc, je te remercie parce que je pense que tout le monde ne le fait pas et tout le monde s'approprie justement les mérites alors qu'ils ne sont pas seuls à créer. Et donc, je te remercie pour ça. C'est important de le faire. Moi, je pense que le travail des assistants, il est essentiel.
parce qu'ils t'accompagnent, parce qu'ils t'ouvrent le regard. Moi, j'ai aucun souci à ce que mes assistants me disent yo, là, c'est pas le bon chemin, ou tu l'as déjà fait, est-ce que t'es sûr ? Je pense qu'ils sont là pour t'accompagner et t'ouvrir. Parce qu'ils font un travail organisationnel et humain et de gestion de danseurs que moi, j'ai plus envie de faire. Moi, j'étais longtemps assistant. Et peut-être aussi, je reconnais leur travail et leur qualité parce que moi, j'étais même pas cité. J'apparaissais pas sur les affiches. J'étais souvent pas rémunéré à la hauteur du travail que je faisais. Et j'en ai souffert. Et ce qui est étrange, hein, c'est que certains de mes amis sont devenus assistants de ces personnes-là. Et je leur dis, méfie-toi. Ça, voilà moi comment je l'ai vécu, mais c'est ton chemin. Et c'est une opportunité, saisis-la, parce que quoi qu'il arrive, tu vas apprendre des choses. Et en ça, moi aujourd'hui, voilà, moi je forme des équipes. Et comme je te l'ai dit en début d'interview, je suis la loco. Je vais porter ces projets-là. Je vais prendre les coups s'il y a besoin. Mais on avance ensemble. Et puis souvent, tu sais, tu crées le projet, tu le portes, tu le matures sur 2-3 ans, mais ceux qui vont l'accompagner, c'est les assistants, ceux qui vont faire qu'il existe sur la durée, qui vont faire perdurer la qualité, ce sont les assistants, ce sont les artistes qui t'accompagnent, qui t'ouvrent le regard. On n'avance jamais seul. Alors, on a besoin d'être fort hein, quand on est cette locomotive-là pour accompagner, emmener les gens. Mais c'est parce que j'ai leur énergie derrière, qui me disent c'est juste, que pendant les périodes de doute, ils me disent mais doute pas de toi, c'est super ce que tu as fait. Moi, en tout cas, sans eux, j'aurais pas évolué de la même façon. Voilà. Puis après, moi, j'ai aussi la personne qui m'accompagne dans la vie, qui m'a donné cette force-là. Moi, aujourd'hui, si cette personne n'était pas à mes côtés, m'avait dit prends le risque, t'es pas heureux là, change, monte à Paris. C'est à l'étranger, ok, tu parles pas la langue, et qu'est-ce que tu risques ? Au pire, tu reviens à la maison et tu continues. Et à chaque fois, il m'a permis de jumper et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai eu à penser qu'à mon art, j'ai pas eu à penser à l'aspect financier. C'est-à-dire que je travaillais, hein, j'ai pas été entretenu du tout, mais il a été là pour gérer ces espaces de carrière-là, pour dire si t'as faim, il y a à manger dans le frigo. Si t'as besoin, je t'ai gardé de l'argent à côté. Il m'a encouragé. Il m'a aussi dit éloigne-toi de ces personnes-là, elles t'utilisent. Il m'a ouvert le regard sur d'autres personnes. J'ai pas toujours écouté. Je me suis planté parfois. Mais en tout cas, sans les assistants, les personnes qui m'ont accompagné dans ma vie, j'aurais pas avancé aussi vite. Et je pense que, tu sais, tu me parlais pourquoi à un moment il y a des artistes qui sont extrêmement brillants, qui n'avancent pas assez vite. C'est parce qu'ils ne s'autorisent pas le temps. Moi, j'ai quelques années de carrière aujourd'hui, et dès le début, hein, j'aurais voulu être en haut, et je suis pas encore en haut, il y a encore plein d'étapes, mais en tout cas, je suis arrivé à des étapes de vie qui m'ont intéressé, c'est-à-dire que, effectivement, quand il y a des Molières, quand il y a un prix Marcel Cross, quand tu travailles aussi bien pour le public que le privé, tu peux te dire, ok, il s'est passé quelque chose dans ma vie, mais parfois, tu as envie d'atteindre tout de suite là. Par exemple, moi, un de mes rêves, je me dis, j'espère qu'un jour, j'aurai accès à l'Opéra Garnier. Et en même temps, toi, dans la légitimité, je me dis, même si j'ai fait un parcours que j'ai chorégraphié dans plein de maisons d'opéra, est-ce que je serais capable de raconter ces histoires-là ? Est-ce que je serais à la hauteur ? Tu sais, ça te renvoie tout de suite à ta technicité. Parce qu'on te juge, tous les examens qu'on passe quand on est enfant, et les concours, c'est ta technicité. Est-ce que tu passes tant de tours ? Est-ce que tu sautes assez haut ? Est-ce que tu sais ? Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai plus cette technicité-là ? Ça te remet en question sur ta notion de danseur. Est-ce que j'ai encore cette valeur-là ? Mais je sais la transmettre, je sais avoir l'exigence pour accompagner le danseur à avoir... Et puis j'ai encore besoin des moments que ça passe par moi pour chorégraphier. Et je pense qu'il y a des moments pour me faire confiance, pour me dire que je suis légitime, c'est moi qui l'ai chorégraphié. Maintenant, j'apprends à chorégraphier sur le corps des autres, parce qu'il y a des possibles que je ne peux pas avoir, parce qu'il y a des résonances que je n'ai plus, et puis que j'aurai jamais... Il y a un flow que j'aurais pas, mais le fait de pouvoir avoir ces demandes-là sur tes danseurs, construire sur le corps de tes assistants, c'est là où c'est juste.
Et c'est en ça aussi où il faut reconnaître le travail de tes danseurs et tes assistants. On sait qu'aujourd'hui, il y a des chorégraphes qui vont demander 2-3 fois 8 à leurs danseurs. Oui. Ou est-ce que ça fait partie de ta chorégraphie? Est-ce que ça fait partie de ta chorégraphie? Tout ça, ça questionne. On sait qu'il y a des gens et des pièces qui sont faites uniquement comme ça. Moi, je ne me vois pas faire ça. Voilà, je ne me vois pas faire ça. Aujourd'hui, j'ai encore besoin que ça passe par mon corps. J'ai besoin que ça passe par mon analyse. Et je ne peux pas estampiller mon nom si j'ai rien écrit dedans. Enfin, ça me paraît absurde. Complètement. Puis ça... Encore une fois, demander à un artiste de faire 2-3 fois 8 parce qu'on l'a choisi pour son unicité et qu'on a envie de le mettre à ce moment-là en valeur, oui, pourquoi pas. Mais que ça devienne un atelier chorégraphique et que le chorégraphe vient juste, comme tu dis, tamponner son nom sur une affiche, ça re-questionne encore une fois sur qu'est-ce qu'est vraiment le métier de chorégraphe. Voilà. Je reviens sur l'entourage dont tu parlais. Finalement, être bien entouré aujourd'hui, c'est ce qui t'a toujours amené dans le bon chemin et tes valeurs aussi. Et je pense que parfois, il y a des danseurs qui ne sont pas alignés avec leurs valeurs ou qui font des choses qui ne sont pas alignées avec les leurs et qui peuvent se perdre parfois. Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ça? Oh, il y a plein de questions dans une question. Ouais, il y a plein de questions dans une question, ouais. La première chose, c'est de vouloir jouer collectif. Je pense que c'est important. Moi, en tant que chorégraphe, par exemple, aujourd'hui, je sais que j'appelle d'autres chorégraphes quand les conditions qu'ils ont acceptées ne sont pas les bonnes. Parce qu'on est garant des futures générations. Nos carrières, elles sont faites. Très honnêtement, il y a peut-être 10-15 ans, je ne sais pas, j'espère plus, mais je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Mais en tout cas, le fait de jouer collectif et que même nous, en tant que chorégraphe, on accepte des conditions équivalentes, pour ça, c'est important. Aujourd'hui, des gens qui ne prennent pas de droit, ça ne me paraît pas normal. Tout dépend de la part de chorégraphie qu'il y a dans une œuvre. Mais quand elle est très chorégraphiée, il est hors de question que vous ne preniez pas de droit. Et puis, il existe des minimums. Et moi, je sais que parfois, on me dit, oui, mais je ne vais pas avoir le plan. Déjà, moi, je ne prendrai pas ton plan, parce que tu m'as dit que c'était toi qui l'avais, et c'est en ça le collectif est important. Et puis même nous, ça nous fédérer pour dire, non, le tarif, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, il y a des conventions, on doit s'appuyer sur des conventions. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu n'aides pas des gens, que tu ne fais pas des projets, même peut-être gratuitement, parce que tu as envie d'impulser et d'aider des gens. Ça te regarde, c'est tes amitiés. Mais par contre, tu ne dois pas tuer ce marché-là. Pardon, du coup, j'ai oublié ta question par rapport aux danseurs. En fait, on parlait de valeurs, mais du coup, ça fait un lien avec ce que tu disais, que quand on s'est au téléphone, tu m'as dit ce que vous mettez en place pour vous, vous le mettez en place pour de nouvelles générations. Et je pense que rien que d'avoir conscience de ces mots-là, ça permet aussi de redéfinir ces valeurs et peut-être de redéfinir aussi ce qu'on a envie de donner au milieu et à notre carrière. C'est le collectif. Je pense que si tu joues individuel... Alors, avoir de l'ego, c'est pas un souci. Je crois que je t'en ai parlé. Avoir de l'ego, c'est pas du tout un souci. C'est juste à savoir à quel moment tu le mets en place. Et je pense que même de l'ego, c'est nécessaire à des moments pour te protéger. Ce que j'ai peut-être pas eu assez. Je pense que l'ego, il est essentiel et le collectif est essentiel. Il faut juste savoir à quel moment tu joues collectif et à quel moment tu mets en avant ton ego pour te protéger et porter ta team. Et effectivement, si on n'a plus cette solidarité-là, si on ne communique plus, parce qu'il ne faut pas se mentir, surtout dans la danse classique, on nous met en concurrence en permanence. Quand tu passes un casting, on te met en concurrence. Il se trouve que moi, je fais très peu de casting, alors on me le reproche. Maintenant, je fais des castings plutôt fermés parce que mes assistants, justement, me demandent d'ouvrir pour découvrir d'autres talents. J'ai plutôt une fidélité. Mais parce que ça me met profondément mal à l'aise, parce que moi, j'étais pas bon en casting. Et je me souviens de chorégraphes qui me disaient « Mais comment j'ai pu passer à côté de toi, une fois qu'ils avaient travaillé avec moi ?» Mais parce que j'étais pas bon, parce que j'avais pas envie d'écraser les autres, parce que c'est pas ma mentalité. Parce que j'avais pas envie de me mettre sur la première ligne, parce que je sais que je retiens pas tout de suite la chorégraphie du premier coup, mais par contre le lendemain je l'aurai, et je l'aurai tellement bossé que je vais être explosif, extrêmement précis. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'abord de travailler avec les gens, et puis d'avoir une continuité. Pardon, je pars dans tous les sens, tu vois. Du coup, ça m'amène à d'autres questions, donc c'est intéressant.
mais le collectif, pour moi, le collectif, en tout cas, pour moi, il est essentiel. Et pour répondre, à ta question sur... les valeurs. Mes valeurs premières, elles sont le travail. Elles sont travailler ensemble. Elles sont le respect. C'est respecter. Alors, tu sais, je vais te donner un exemple, parce que parfois, on peut avoir la même valeur, on peut défendre les mêmes choses et pourtant on va pas s'entendre. Tu sais, c'est le syndrome de Robin des Bois. Tu vois, comment il s'appelle ? C'est Sherwood, c'est ça ? Je crois, oui. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Comment on va l'appeler ? Comment il s'appelle c'est pas le commandant, c'est le policier, c'est le... Zut, je sais plus. Attends, regarde, j'ai Internet devant moi. Robin des Bois. C'est le policier que tu recherches ? Policier, non. Alors qu'on recherche actuellement le shérif de Nottingham. Ouais, c'est ça. C'est un important personnage de la légende de Robin des Bois, l'ennemi traditionnel de Robin et de ses joyeux compagnons, Merrymen. Tu vois, dans comment tu m'as dit ? J'ai oublié. Attends, le shérif de Nottingham. Mais c'est bizarre, c'est... Ouais, ok. Écoute, le shérif et Robin des Bois, ils ont la même valeur. Ils ont un principe de justice. C'est lui ? Je vois pas. Tu vois mieux ? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Tous les deux, ils ont un principe de justice, tu vois. Ouais. Sauf que le commissaire, tu vois, il veut que ce soit juste. Tu respectes la monarchie et puis tu vas pas le piller. Alors que Robin des Bois, sa justice à lui, c'est de donner et offrir à tout le monde. Et pourtant, tu peux avoir la même valeur, tu n'es pas capable de communiquer. Ouais, c'est vrai. Donc, on peut avoir des mêmes valeurs humaines et peut-être que parfois, on n'est pas capable de communiquer parce qu'on se dit, effectivement, ma valeur, elle est d'avoir... comment je peux t'exprimer ça ? Dans le domaine de la danse, j'essaie de faire un parallèle. Tout à l'heure, tu me disais, mais effectivement, le fait que je fasse aussi bien de la production et de l'artistique, je peux comprendre les deux côtés. Puis des fois, tu as des artistes qui sont hyper revendicatifs. Mais à un moment, on t'offre le mieux de ce qu'on peut dans la production. Et dès lors où tu l'as accepté, c'est ta responsabilité. Et si tu n'es plus d'accord avec le contrat, en fait, c'est le contrat qui était passé au départ. Voilà, je suis parti dans tous les sens, pardon. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est juste qu'on peut avoir les mêmes valeurs parfois à l'intérieur et on s'entende pas. Alors que tous les deux, on va défendre le même projet. Ouais. C'est l'envie de défendre un spectacle et de faire exister un projet. Et pourtant, ce qui va être juste pour un employeur, c'est de trouver une équipe dans le spectacle, parce que l'idée, c'est que je puisse en monter un autre. Et l'autre, c'est de tirer le meilleur parti et le meilleur salaire de ce projet-là. Complètement. Pardon, je suis parti dans tous les sens. Moi, je pars ailleurs, c'est au niveau des castings. Tu me disais que c'était un exercice qui était difficile pour toi, et spoiler alert, ça l'est pour tout le monde. Pour beaucoup de personnes, en tout cas dans ce milieu. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a... quand on passe un casting, on recherche que certaines formes d'intelligence, dans le sens où mémoriser, apprendre vite, savoir se vendre, alors qu'il y a peut-être d'autres formes entre guillemets, peut-être intelligence, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui vont se développer ou se déployer après pendant le contrat. Tu vois, tu me disais qu'il y avait des personnes qui ne t'avaient pas, qui se sont dit, mais pourquoi j'ai pas travaillé avec toi avant ? Et tu t'expliquais, parce qu'en casting, je suis pas aussi bon que sur un job. Donc, est-ce qu'il y a aussi pas il y aurait pas quelque chose à revoir aussi dans la manière dont on fait des castings ? Je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans la façon dont on fait les projets. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de s'offrir le temps de recherche. Alors dans les compagnies contemporaines, dans plein de domaines, effectivement aujourd'hui, certains payent au forfait sur un grand temps et s'offrent ce luxe-là, et les artistes leur offrent ce luxe-là. Moi aujourd'hui, j'ai besoin que le temps donné soit payé. Et effectivement, il faudrait revoir à ce moment-là le prix des places chez les spectateurs, revoir le temps de production, pour pouvoir à l'occasion de rechercher et de travailler avec les artistes, ou en tout cas, même sur des castings, souvent ça se passe sur une demi-journée, une journée. Des fois, moi je vois des castings qui se passent sur 3-4 jours, je me dis, mais les gars, vous êtes en train d'user les danseurs, tu vois. Et en même temps, c'est un temps où tu peux comprendre et mieux découvrir l'artiste. Et c'est en ça où c'est hyper intéressant, justement, pour découvrir les danseurs, parce qu'effectivement, peut-être que sur le premier jour, on n'est pas bon, mais sur le deuxième, troisième, on apprend à connaître l'artiste et à voir comment on peut travailler avec. Donc peut-être que c'est... Mais je ne peux pas encourager à ce qu'on ait des castings de 3-4 jours, parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on use les corps, et qu'on doit respecter ces corps-là. Je pense juste que
Déjà, prendre le temps de regarder les vidéos des danseurs, convoquer uniquement des danseurs qui nous correspondent, que les danseurs fassent un travail sur leurs vidéos. Je vais être très honnête, quand on fait passer un casting, on reçoit entre 700 et 1000 vidéos. Et combien de temps je vois des gens faire juste de la fluidité à l'intérieur de leur appartement, vérifier avec quel type de chorégraphe vous allez travailler. Moi, je ne vais pas utiliser cette matière-là. Je vais être un tout petit peu plus technique. Donc, juste cibler le type de casting. Et puis, pas envoyer à tout prix sur tous les castings. Si vous ne correspondez pas, si le projet ne vous intéresse pas, je pense qu'il ne faut pas le faire. Et nous, chorégraphes et équipe artistique, de sélectionner les bonnes personnes et justement peut-être d'avoir des castings plus fermés, pas les castings fleuves où on attend dans la rue sous la pluie. Voilà, et puis se renseigner. Moi, je sais que les gens que je convoque, je me renseigne. Et puis à des moments, il y a des perles, il y a des bonnes surprises. Par exemple, là, sur le projet à Dubaï, il y a une chorégraphe, et moi je communique avec l'ensemble des chorégraphes. La chorégraphe me dit « Écoute, cette fille, elle est extraordinaire, je l'ai découverte sur cette série, elle est géniale, tu devrais jeter un œil à elle. » Ok. Et j'envoie un message, un message à cette danseuse-là, et je dis « Écoute, j'ai un casting demain, elle est à Marseille. » Elle me dit « Je serai là. » Ok. Elle est venue, et ben elle a eu le job. Parce que je ne suis pas resté fermé, qu'elle a saisi l'opportunité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas... Ça répond très bien à la question. C'est parfait et ça amène à certainement peut-être d'autres schémas pensés pour les auditeurs ou auditrices et d'autres manières de réfléchir aussi notre vision du casting. Je reviens sur les conditions de travail. Tu me parlais de forfait, etc. Toi, tu me disais aussi en off que si tu ne pouvais pas payer correctement tes équipes, tu limitais le temps de création pour justement, je pense, respecter tes artistes. Donc, elle est où la limite aussi entre l'exploitation, la passion dans le métier, tout ce qu'on peut un peu entendre aussi sur qui sont liés à l'argent? Moi, je pense que t'exploiter des genres où tu te manques de respect, où on te manque de respect, où en un métier de passion, on est capable de tout donner. J'ai tout donné à cette carrière. Est-ce que c'est les bons choix? C'est les questions que je me pose aujourd'hui. Mais dès lors où tu as plus d'espace de vie à côté, où tu t'oublies, où tu continues de travailler sur des blessures parce que tu as peur de perdre le job, je pense que tu fais fausse route. Là, c'est de l'exploitation. Moi, effectivement, souvent on me dit « Mais pourquoi tu n'as pas fondé ta compagnie ?» J'ai fondé une compagnie, mais finalement, elle n'a pas existé comme j'aurais voulu parce que... Peut-être parce que de mon éducation, parce que de ma maman qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, j'ai trop de respect. Pour les gens qui viennent t'offrir ce travail-là, et je me vois pas les payer. Donc je préfère me restreindre en temps que de pas les payer. Et en même temps, on sait qu'il y a plein de grands chorégraphes et de grandes maisons qui aujourd'hui existent parce qu'ils ont le temps de rechercher, parce qu'ils recherchent, parce qu'ils poussent, parce qu'ils créent cette compagnie-là. Mais au final, tu retiens qui de cette compagnie-là? Tu retiens le chorégraphe, le fondateur, mais tous les danseurs qui ont donné au départ. Ils sont où? Les blessures qu'ils ont pu se faire? Est-ce qu'ils ont gagné leur vie? Est-ce qu'ils sont heureux parce qu'ils ont participé à ce projet-là? Enfin, il y a quelque chose... En tout cas, pour moi, il y a un équilibre qui ne se fait pas à ce moment-là. Donc, si la personne garde la fidélité et continue de les employer, super. Mais on sait que sur plein de projets, et encore plus dans le musical, c'est le titre d'abord, et si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est pas envisageable. Ça t'est arrivé aussi, ce que tu me disais, de quitter un projet pour tes danseuses? Ouais, moi, il m'est arrivé sur des projets de télé, tu vois, après un premier passage où on me dit elles sont pas conformes physiquement à l'esthétique qu'on voudrait. Moi, ces danseuses-là, je les ai choisies, je les adore, je les trouve belles, et je les trouve belles dans leur multiplicité. Et je dis souvent, j'adore travailler avec des gens beaux, mais je les trouve beaux dans leur humanité. Peu importe la forme qu'ils ont, tu vois. Et cette émission-là dit, le lendemain, non, mais on veut d'autres filles, etc. Ok, c'est d'autres filles, mais moi, je serai plus avec. Je pars parce que je suis pas en adéquation avec ça. Moi, j'ai jamais eu peur de perdre.
j'ai fait beaucoup de choix, tu vois. J'ai fait pendant longtemps plein d'émissions en France. L'étranger s'est ouvert, donc il a fallu dire au revoir à la France. C'était difficile, hein, parce que des gens avec qui j'ai passé des années, je les ai plus vus. Parce que parfois les gens ont du mal à comprendre que faire un choix pour toi, ce n'est pas un rejet d'eux. C'est juste te permettre d'évoluer. Et puis il y a des moments, moi je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite, c'est pour ça que je chante, je danse, j'aime la comédie, j'aime la comédie musicale, j'aime cette j'aime les arts multiples. Les mots qu'on triple, c'est ça. Multiplicité, pluridisciplinalité, transversalité. Mais j'aime ça, et de me dire que tu es enfermé dans un seul domaine, ça m'ennuierait. Tu sais, souvent, quand j'ai passé mon DE, on m'a dit revenez à la base, vous êtes trop différent, vous êtes pas excentrique, comment on m'a dit ça, je sais plus, on m'a dit en gros que j'étais trop multiple. Et ben je suis hyper content d'être atypique, je suis hyper content d'avoir cultivé ça, et aujourd'hui c'est ce qui fait ma force, c'est parce que je suis multiple, parce que je suis atypique et que j'ai refusé de me plier à certains dictats du classique, parce que j'ai su raconter des histoires, parce que dans la danse classique j'ai su ramener cet entertainment là, tu vois, par exemple dans le Lac des Cygnes il y a un travail vidéo, tu vois le cygne qui se pose sur l'eau, elle apparaît derrière, ben, c'est juste génial, tu vois, j'avais besoin des éléments, j'y ramène l'eau, j'y ramène d'autres forces. Et puis même dans ma façon de diriger les danseurs, je me sers beaucoup des méthodes de théâtre, tu vois. Souvent dans les productions je dis si c'est pour enchaîner du step, ce sera pas moi, c'est comment je raconte cette histoire là et quel verbe d'action je mets derrière. Souvent la danse classique elle t'a fait naître des masques, des filtres Instagram, tu vois, t'es triste, t'es gay, ben c'est pas ça, c'est comment tu le fais émerger, par quel type de verbe d'action. Je suis très attaché en tout cas à cette forme là de théâtralisation pour raconter une histoire. Je reviens sur la multiplicité. Toi, tu me disais que ça t'avait permis de t'ouvrir beaucoup de portes. Aujourd'hui, j'entends dans notre milieu que beaucoup d'artistes ont du mal à travailler parce qu'ils sont trop pluridisciplinaires. Ouais, je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de personnes me dire ça et du coup, ça me surprend. Mais à la fois, est-ce que c'est pas aussi une manière de redéfinir ses valeurs et de se dire si cette personne-là me trouve trop multiple, peut-être que je ne dois pas travailler avec elle? Alors moi je pense pas qu'un artiste soit trop multiple, surtout dans notre société d'aujourd'hui, ça me paraît aberrant. Regarde tous les nouveaux metteurs en scène, regarde le théâtre qui vient au musical, maintenant il faut chanter, il faut danser, à la comédie française, aujourd'hui il y a plus en plus d'artistes pluridisciplinaires qui y rentrent. Effectivement, il faut un art premier dans lequel tu dois être bon, mais ça peut pas te bloquer. Si j'avais pas été multiple, je sais pas si j'aurais mangé tous les jours. Heureusement que je suis allé chanter dans des cabarets, heureusement que je suis allé parfois danser, défiler, faire de la photo. Heureusement que j'ai été multiple. En tout cas, moi, je serais plus dans ce métier-là si j'avais pas été multiple. Donc au contraire, cultivez votre force. Et si des personnes vous disent qu'elles sont trop multiples, c'est leur frustration. Ça ne doit pas être les vôtres. Soyez sûr de votre valeur. Vous avez toutes ces valeurs-là. Et puis si cette rencontre-là ne se passe pas avec cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'à un moment vous ne travaillerez pas avec elle, mais c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Et en tout cas, elle n'est pas suffisamment intelligente pour comprendre justement toute la richesse que vous avez. Oui, je suis d'accord. C'est important pour moi d'aborder ce sujet-là aussi, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes du coup doutent et se remettent en question sur leurs valeurs. Et il faut pas. Non, je veux dire, moi je trouve formidable aujourd'hui les gens qui jouent d'un instrument. Regardez dans les gens avec qui je travaille, ils font de la vidéo. Il y en a qui font, qui sont des réalisateurs incroyables. Il y en a qui composent. Il y en a qui écrivent. Il y en a beaucoup des gens avec qui je travaille deviennent chorégraphes et je les pousse à ça. Et si moi je peux pas prendre un plan, je leur donne parce que moi je suis dans la transmission par le fait que j'enseigne, mais même avec les assistants, tu vois, il y a des gens qui vont te dire je vais pas te montrer comment ça se passe mon mood board, regarde comment moi je travaille et puis prends ce chemin-là et puis fais de cette méthode-là quelque chose d'encore meilleur pour toi. On est là pour partager. Non, soyez multiples. C'est hyper important.
Enfin, je veux dire, ayez la technicité des classiques avec un flow, ayez des acrobaties, soyez breaker, donnez de la voix, donnez du texte. Enfin, quand on voit qu'une Sylvie Guilhem, je la vois dans un spectacle, elle donne que du texte et après elle reprend le parcours qu'elle a eu qu'en le dansant, mais c'est formidable. Enfin, je veux dire, si c'est fait depuis des années, pourquoi aujourd'hui ce serait un reproche? Ça me paraît aberrant. Et puis même aujourd'hui, enfin, ça va être à nous d'inventer les nouvelles formes de spectacle, tu vois. Moi, je suis de plus en plus pour l'interactivité. Moi, j'en ai marre d'être assis, de regarder ce truc-là. Et puis, j'ai envie d'expériences plus personnelles. J'adore ces lieux où, d'un coup, tu te retrouves dans une pièce plus fermée et que cette personne-là, elle va juste acter pour toi ou qu'elle va danser. Peut-être que ce serait hyper intéressant que, tu vois, qu'on fait du travail d'impro, par exemple, en chanson, on le fait aussi en danse, mais que peut-être c'est au public de décider, tiens, je balance tel et tel mot, et puis ça va provoquer ça sur le plateau. Enfin, je veux dire, on a plein de nouvelles formes à inventer, sans que ce soit violent pour les corps, violent pour l'ego, violent pour le mental. C'est juste à nous de travailler sur les nouvelles formes de spectacle, et avec la richesse des humains qu'on a aujourd'hui. Complètement. Tu me parlais de transmission tout à l'heure. Aujourd'hui, tu diriges une école qui est l'ICOM, où tu mets la bienveillance au centre. Pourquoi c'est important pour toi de créer ça? Est-ce que ça permet de libérer un peu aussi certains schémas toxiques qu'on peut avoir dans le milieu? Alors moi, j'ai besoin de la bienveillance parce que je pense qu'on ne l'a pas toujours été avec moi. J'ai besoin de respecter les corps, j'ai besoin de respecter le mental des gens, et j'ai besoin que ces écoles-là, ce soit un énorme laboratoire où on y apprend de la technicité, mais aussi où on puisse s'exprimer, et qu'on s'autorise les erreurs, qu'on s'autorise d'aller dans des caractères, des personnages dans lesquels peut-être je ne serais jamais allé. Qu'on s'autorise à aller dans une vocalité dans laquelle je pense que ce n'est pas la mienne et dans laquelle je me révèle. Et ces écoles, ça doit être des cocons où les gens se révèlent et révèlent le meilleur de l'artiste qu'ils sont. Dans cette étape-là, ils vont continuer d'évoluer dans leur carrière, parce que je pense que tu dois continuer de te former et d'apprendre tout au long de ta carrière. Il y a effectivement cette formation de jeunes professionnels, et là je vais ouvrir l'école de plus en plus à des professionnels pour qu'ils continuent de s'enrichir et qu'ils continuent d'être multiples. Parce que si toi, danseur, tu as envie de donner la voix, on peut peut-être aller travailler ensemble, parce que moi j'ai cette étape-là. J'ai pas osé donner de la voix tout de suite. J'ai pas osé montrer mes sentiments tout de suite. Moi, j'ai envie que cette école-là, elle soit des couveuses, des endroits où on peut vraiment révéler ces personnes-là. Et puis, du coup, je fais le choix des professeurs qui enseignent. C'est-à-dire que des professeurs malveillants, des professeurs qui ne sont pas accompagnants, j'ai pas envie de travailler avec eux. Ils peuvent pas faire partie de mes équipes, là. Et on a le droit de se tromper, hein. Je dis pas... j'ai sans doute pas été toujours le meilleur enseignant, peut-être pas toujours le meilleur pédagogue, mais en tout cas... accompagner, c'est aussi reconnaître qu'on s'est trompé à des moments. Et c'est aussi permettre à ses élèves de se tromper. Donc moi, j'ai besoin de cette bulle de bienveillance. Et puis c'est leur maison. En fait, quand là, par exemple, on va faire le petit déjeuner des anciens. Pour moi, c'est hyper important que c'est leur maison. Et on a envie, avec les personnes qui dirigent cette école-là, de leur permettre d'avoir des résidences. Ils sont nés autre part, parce que on n'est pas attaché à une école. Ce qui nous construit, c'est l'ensemble des enseignants qu'on a eus, des rencontres qu'on a faites, et dire il vient de cette école-là, je trouve ça pas juste, parce qu'il est parti de se nourrir de plein d'endroits. En tout cas, ça fait partie de son étape-là, et c'est une étape importante. 3 ans d'école, c'est pas rien. Tu dois pouvoir y revenir, te sentir accueilli, et puis si à un moment, c'est comme dans une famille, tu as besoin d'aide, on est là. Et il y a une oreille pour t'écouter. Est-ce que j'aurai la solution? J'en sais rien, mais en tout cas, je serai là pour t'écouter. Tu parles d'écoute et d'aide, justement. Tu me disais que tu mettais en place des dispositifs d'accompagnement psychologique pour les élèves. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Mais je pense que ça rejoint aussi certainement ton vécu. C'est le groupe. Alors moi, je fais partie au sein du groupe, c'est School of Art, qui a plusieurs écoles. Je fais aujourd'hui partie du comité à mission. Et donc, on se donne des missions à développer sur l'année. Et dans les missions qui ont été données par l'école, c'était la santé mentale. On sait qu'aujourd'hui, elle est essentielle chez nos étudiants parce que le climat peut paraître inquiétant.
Parce que autrefois, les TSA, les TS, on n'en parlait pas. On savait que ça faisait partie de notre quotidien, chez les classiques, de ne pas manger, d'aller se faire vomir. Pardon, TCA, trouble du comportement alimentaire, oui. Et TS, c'est tentative de suicide. Ça faisait partie. On savait que ça existait, mais on ne le verbalisait pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas envie que ces souffrances. J'ai envie que tu fasses partie de l'école. Elles font partie de l'école parce qu'elles font partie de l'humain. En tout cas, on ne doit pas les mettre sous le tapis. Et donc, on aimerait aider tout le monde, hein, et c'est pas possible. Mais le groupe, avec les enseignants et la direction, on a choisi quelques étudiants où on leur a offert 8 séances avec un thérapeute pour entamer un travail. Pour moi, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Alors après, moi, je ne suis pas psychothérapeute. Je suis enseignant. Et c'est pas mon rôle de soigner, mais par contre c'est mon rôle d'accompagner et de guider. Je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on est enseignant, de ne pas prendre un poste sur lequel on n'a pas été formé. Mais par contre de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas accompagner et de ne pas dire à l'élève « tu es en danger », parce qu'il se trouve que quelqu'un qui ne mange pas, qui s'écroule à peu près tous les jours dans les cours, il y a un risque, et ben c'est de mettre en place quelque chose pour le sauver. Complètement. Mais son rôle, c'est d'enseigner, c'est pas d'être sauveur. Mais d'être, comme tu disais, une responsabilité de pouvoir orienter vers les personnes spécifiques. C'est essentiel, c'est essentiel. Puis d'écouter. Et puis à un moment... être conscient aussi que tu ne pourras pas sauver tout le monde et que ça appartient à l'autre de se sauver. Mais par contre, si tu peux avoir le déclic pour lui permettre de se sauver, c'est génial. Mais après, ne pas te rendre responsable du fait que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et c'est triste, hein. Il y a des moments où tu rentres de la maison, tu te dis « Ouais, ce gamin, il a vécu ça. » Tu es conscient aussi, s'il a voulu te le délivrer de son passé, de ses traumatismes. Comment tu vas faire que ça va être un artiste heureux? Comment tu vas l'aider à se révéler? Comment tu vas faire en sorte que les traumas qu'il a eus ne soient pas reproduits? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pu être malveillantes, qui peuvent être humiliantes parce qu'eux ont vécu ça. Donc c'est à toi de leur dire que, et c'est en ça où mon rôle dans l'école il est important, de se dire que ça peut exister autrement. Complètement. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur cet aspect de l'artiste torturé, mais au contraire qu'on peut être un artiste heureux. Heureux, épanoui, oui. Oui. Alors est-ce que moi je suis tout le temps heureux? J'en sais rien. Après, évidemment, c'est pas un reproche, ni un jugement, mais c'est plus que on a, je pense, beaucoup grandi avec l'artiste torturé. Et en réalité, oui, l'art, la danse, peu importe la forme d'art, est un moyen de se libérer peut-être aussi de ses blessures, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être forcément que torturé pour pouvoir être artiste. Enfin, du moins, on peut être heureux en étant artiste. Alors moi, je pense qu'une production, elle doit se passer avec joie et plein de bonheur, parce qu'on fait quand même ce métier pour avoir du bonheur, que effectivement, il y a des moments de doute, l'avant, après. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais chorégraphier un nouveau projet, j'ai la trouille. Est-ce que je vais être assez bon? Est-ce que je vais savoir me renouveler? Est-ce que moi je me pose, et ce sera toujours la question de la légitimité, en tout cas je me remets toujours en question là-dessus, mais le doute c'est pas forcément être malheureux. Le malheur il est chouette quand tu t'en sers pour raconter des histoires, pour écrire, pour en faire quelque chose, mais je pense qu'il perd en force s'il n'y a pas de joie à côté. En tout cas c'est comme l'humain, il doit être multiple, et moi, quand je dirige, je fais toujours attention aux différentes facettes du personnage et à sa multiplicité, aux différents visages qu'il doit avoir. Et si tu considères en tant qu'artiste que c'est uniquement le malheur qui va exister, bah c'est pas génial, parce que quand même ton objectif, c'est de créer de la joie chez les gens. Et puis d'être heureux aussi dans ce que tu fais. Ouais. On parle de métier passion, mais parfois j'ai l'impression que la passion, elle peut nous dévier aussi de qui on est et de nos émotions. Si tu rencontres les mauvaises personnes, oui. Et après, c'est aussi à nous d'être responsables de quitter ces personnes-là. Tu sais, je crois que
nous enseigne aussi, c'est pas bien de quitter parce que tu vas être seul. Bon, non, il y a plein de gens dans la société et c'est hyper important de quitter. Et puis je pense que quand t'es pas heureux sur un projet, c'est pas grave de le quitter. Quand t'es pas bien avec une personne, c'est pas grave de le quitter. Et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est juste qu'à ce moment T, tu sais, des fois on a rencontré des gens qu'on n'aime pas. Puis finalement après ça va devenir ton meilleur ami. Et je pense que dans les projets c'est comme ça. À un moment c'est pas la bonne personne. Et puis peut-être qu'à un moment tu créeras une pièce qui sera juste incroyable parce que vous êtes nourris l'un et l'autre. Complètement. Écoute, Yoann, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai encore évidemment quelques questions. Comment tu imagines l'artiste de demain ? Moi, j'imagine l'artiste de demain multiple. Je reste persuadé que dans notre société aujourd'hui, il ne faut pas être en attente des productions parce qu'on va être malheureux. Il faut créer soi-même ses projets. Il faut les porter. Il faut s'offrir le temps de porter ces projets-là. Il faut s'unir et créer des collectifs où, tu sais, on parle souvent de coproduction aujourd'hui. Et bien pourquoi on ne ferait pas des co-compagnies ? Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble pour porter un projet ? Parce que financièrement, effectivement, il y a moins d'argent, il y a moins de subventions. Mais peut-être qu'à plusieurs, on peut réussir à raconter une histoire. L'artiste de demain, je l'imagine encore plus humain et moins en compétition. Dans le respect de soi-même. Et le respect de soi-même, il va aller s'entraîner. Il va être s'échauffer. Il va aller faire du renforcement musculaire. Parce que combien de fois on travaille sur des blessures et on sait qu'on devrait faire tel et tel exercice et qu'on ne le fait pas. L'artiste de demain, c'est un artiste qui se respecte et qui respecte les autres. Et qui est discipliné. Et qui est en accord avec un projet, parce que dès lors où tu acceptes le projet, moi la discipline c'est pas un problème en soi. Quand tu es dans un projet, tu es là pour l'accompagner et tu dois respecter, en tout cas moi je suis très hiérarchique, je viens de ces maisons d'opéra, je dois être à l'écoute du metteur en scène et du chorégraphe. Et si c'est le chemin qui te demande, tu vas dans ce chemin-là. Je veux dire, des fois, j'entends des fois des artistes sur d'autres projets qui disent « Oh mais c'est complètement nul ». Bah pourquoi tu restes ? Si t'aimes pas, reste pas. T'as peur de quoi ? Enfin, va créer ce qui te plaît toi. Mais en tout cas, si t'as accepté, suis le process, puis fais confiance en fait. Faites confiance aux gens qui ils l'ont réfléchi ce projet-là. Ils savent où ils veulent l'emmener. Voilà. Et puis à un moment, il y a aussi une réalité. Nous sommes payés pour faire un projet. Et on doit aussi respecter ces règles-là. Donc, dès lors on rentre dans le projet, si on n'est pas heureux, on peut en partir. Mais en tout cas, c'est important, on s'est engagé. Et puis, il y a aussi un chemin qui a été envisagé par le chorégraphe, qui a été envisagé par la production. Et on doit délivrer un projet pour le spectateur comme on l'a imaginé. Et ça, cette vision-là, il appartient au créatif. Il appartient au créatif. Et l'artiste fait partie de ce cheminement-là, mais il appartient également au chorégraphe, au metteur en scène de dire bah, c'est ce chemin, désolé je me suis trompé, ou c'est ce que je veux. Je reviens sur ce que tu disais sur comment tu voyais l'artiste de demain. Du coup, tu valides que l'artiste de demain sera un entrepreneur et que l'artiste est déjà entrepreneur. Personnellement, j'aspire à croire qu'il y aura de plus en plus de personnes dans la société qui nous verront comme des entrepreneurs, puisque évidemment, si on reste sur notre canapé à rien faire, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, mais j'avais l'impression que tu validais cet aspect-là. Mais j'ai envie de te dire, ça va être un peu trivial, mais tu es ton propre produit. Aujourd'hui, tu dois te vendre. Tu dois te vendre dans ta danse, dans ton art, dans ton explosivité, dans ce que tu as envie de raconter, dans ton look. C'est pour ça aussi que tu changes de look, tu changes le packaging quelque part. Et je pense essentiel, justement pour être heureux, et comprendre aussi le cheminement des productions ou des autres quand tu es au service d'eux, de comprendre la difficulté que c'est et de trouver ta place. Et un bon artiste, c'est quelqu'un qui trouve sa place dans un projet. Et pour moi, il est entrepreneur. C'est évident. C'est évident. En tout cas, ça ne peut pas être autrement. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la coproduction, que j'ai ouvert une société, que j'ai coproduit The Wall, que j'ai coproduit La Mêlée du Bonheur, Le Magicien d'Oz.
parce que aussi j'avais besoin d'une indépendance pour pouvoir dire non aussi aux sociétés avec lesquelles j'allais travailler. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas le bon chemin. Et souvent, tu sais, par les productions, tu peux être contraint dans ta vision artistique. Et tu es contraint forcément financièrement, mais aussi en disant, non, mais moi, je veux que ce soit comme ça. En fait, si tu m'as choisi, c'est que je suis peut-être la bonne personne aussi pour la compter. Donc, si tu prends part à la production, tu prends part aux décisions. Tu me parlais de projets. Quels sont tes projets futurs, Yoann ? Alors, mes projets futurs, j'ai beaucoup donné ces dernières années. Je sais qu'en 2028, il y a plein de belles choses qui arrivent que je pourrais révéler plus tard. 2028 2027 Tu es déjà sur 2028 ? Je suis déjà sur 2028, okay. Oui. Oui, je travaille déjà sur 2028, sur plusieurs productions, sur plusieurs choses qui me donnent envie. Ce qui fait que 2027, pour le moment, je me suis autorisé à refuser tout ce qu'on me proposait. Pour me laisser le temps d'écrire des choses que j'ai envie de raconter, pour me laisser surprendre. Il y a peut-être des productions, allez-y, prenez vos téléphones, appelez-moi, je suis disponible, et si on arrive à s'entendre sur l'histoire à raconter, je serais ravi de partager ces moments-là. Mais j'ai eu besoin de passer par un sas où j'ai besoin de temps pour moi, pour me retrouver humainement, pour garder l'envie. Pas que j'ai plus envie, au contraire, j'ai plein d'envie, mais j'ai besoin de 2-3 mois de sas pour de nouveau réaccueillir des projets et puis me laisser surprendre par la vie. Parce que tu vois, ça fait des années, les projets, je te dis, j'ai travaillé 2-3 ans en amont, donc je sais quel opéra je fais dans 2 ans, je sais quel gros projet va sortir à Paris dans 2 ans, je sais quelle série télé je vais faire dans 2 ans, et je peux même pas dire est-ce que je les ferai ou pas, peut-être que d'ici là j'aurais fait d'autres choix. Mais en tout cas, là, j'ai besoin de me laisser un petit espace-temps pour me laisser surprendre et qu'il y ait de nouvelles énergies, de nouveaux projets, des nouvelles rencontres qui s'opèrent pour sortir également d'un cycle. Voilà. Voyons ce que l'avenir me réserve et je suis sûr qu'il sera beau parce que j'ai confiance en cet avenir. Je te le souhaite en tout cas. Merci infiniment pour ton temps, Yoann. Ça m'a énormément touchée que tu m'offres de ton temps. Et puis, je remercie aussi tous les auditeurs, auditrices qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode. Comme je dis à chaque fin d'épisode, si ce podcast, si ce média, il existe, c'est aussi grâce à vous. Donc, continuez à le partager, à vous abonner, à laisser un commentaire, un like. Voilà, c'est grâce à vous qu'il vit. Je mettrai également dans la description de l'épisode les réseaux sociaux, le site internet, les prochains projets de Yoann. Donc, n'hésitez pas aussi à le suivre. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Yoann. Merci surtout à toi, parce que si l'artiste existe et si on peut être vu, c'est parce que toi, tu as fait cette démarche-là. Donc, merci à toi. Merci, ça me touche beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Je voudrais juste revérifier le son pour toi. 1, 2, 3, je m'appelle Yoann Nuss, j'ai quelques années de danse derrière moi, donc je peux assumer, j'ai 51 ans, je vais bientôt avoir 52 ans, donc c'est aussi un autre moment, une autre étape dans la vie, dès lors où tu dépasses la cinquantaine, parce que est-ce que tu es encore danseur ou pas ? On te dit, mais tu peux chorégraphier jusqu'à n'importe quel âge, mais quand le mouvement a encore besoin de passer par toi, comment est-ce que tu fais ? Je crois que je vais la garder en introduction, ce test son, où de toute façon je les mets un peu en backstage, mais très intéressant.